Durant toute l'année 2017, nous avons accompli notre devoir, celui de vous informer. De là, vous former et vous divertir, comme l'exige la télévision. Ainsi, nous avons le plaisir de vous présenter cette page rétrospective, question de vous replonger dans les événements qui ont marqué cette année finissante. Une année qui vient de s'achever, voici quelques réalisations de la présidence de la République démocratique du Congo. Dans son parcours à la tête de la RDC pour l'année 2017, le chef de l'État et son cabinet ont fait preuve de détermination, de dynamisme et de patience pour mener à bien sa mission de garant de la nation et des bons fonctionnements des institutions de la République. Ce, malgré le climat politique perturbé par la non-tenue des élections en décembre 2016 et 2017. Comme premier pacificateur de la nation, Joseph Kabila a accompagné les évêques de la Senko dans leur mission de bons offices dont lui-même a été l'initiateur. Déterminé à trouver un consensus, le chef de l'État avait reconduit en début janvier la médiation de prélats catholiques censée se clôturer à la fin du mois de décembre 2016 après la signature le 31 décembre de l'accord de la Saint-Sylvestre, avec pour objectif de trouver une issue pacifique entre les différents acteurs politiques congolais pour une transition paisible devant permettre l'organisation des élections libres, transparentes et apaisées. Dans cette même optique, Joseph Kabila Kabange a rencontré différentes classes politiques, religieuses, civiles et coutumières pour essayer de trouver une issue à la crise politique qu'a connue la RDC au cours de l'année 2017. Après les notables du Congo central et ceux d'autres provinces de la RDC, les chefs de l'État s'étaient entretenus à plusieurs reprises avec les évêques catholiques pour évaluer la mission menée par ce dernier. Même après les chefs des assises du centre interdiocésain, en fin mars 2017, le numéro 1 de la RDC n'a pas arrêté de consulter différents personnages pour rapprocher les vœux. En début d'avril 2017, avant même la tenue d'un discours devant le Parlement réuni en congrès pour éclairer l'opinion sur les avancées de la mission qu'il avait confiée au prélat catholique et malgré le manque de consensus trouvé, le chef de l'État Joseph Kabila Kabange avait une fois de plus appelé autour d'une même table lors de 2 jours de consultation les différents acteurs politiques et ceux de la société civile dans le but de trouver un consensus. Après son discours devant le Parlement réuni en congrès, le chef de l'État congolais avait, en garant de la nation, repris les commandes, promettant de nommer un premier ministre issu de l'opposition pour diriger le gouvernement pendant la période de transition. Une façon de calmer les tensions, privilégiant l'intérêt suprême de la nation conformément à l'accord du 31 décembre 2016. C'est ainsi que Bruno Tshibala, secrétaire général adjoint de l'UDPS, avait été au début du mois d'avril nommé premier ministre sur décret présidentiel avec pour mission principale l'organisation des élections dans un délai raisonnable. Abordant la question des élections et étant les premiers citoyens de la RDC, Joseph Kabila Kabange a été les premiers à s'enrôler dans la ville de Kinshasa de l'élancement des opérations d'enrôlement dans la capitale par la centrale électorale, une façon de prouver l'effectivité de la tenue des élections en RDC. Ainsi, pour dissiper certains soupçons et toute prétention, les chefs de l'État congolais avaient, devant de médias étrangers, affirmé qu'il n'y aura pas de référendum en RDC. Et c'est également en grand chef d'État que Joseph Kabila Kabange s'est déplacé pour New York, où il a tenu un discours sans conteste lors du 72e sommet des Nations Unies. En garant du bon fonctionnement des institutions de la République, Joseph Kabila Kabange a présidé plusieurs réunions institutionnelles. Hormis le réunion du Conseil, il a également présidé la réunion du Haut Commandement militaire, mais aussi la 6e conférence de gouverneurs de province au Nord Kivu, laquelle avait pour objectif échanger autour des différentes questions liées à la mobilisation de recettes locales et structures de dépenses. Plusieurs décrets ont été également signés par les chefs de l'État congolais Joseph Kabila Kabange portant changement de cadres et fonctionnaires de l'administration, de la fonction publique et de la police. Pour le province du Kasaï, secoué par l'insécurité et les violences perpétrées par les milices Kamina Nsapu, lesquelles ont occasionné plusieurs déplacements et paralysé les activités dans ce coin du pays, Joseph Kabila Kabange n'est pas resté indifférent. Après avoir demandé l'ouverture des enquêtes au Kasaï, les chefs de l'État a sillonné tout le Grand Kasaï pour consoler les familles secouées par ces violentes massacres, inaugurant au passage l'usine de captage, de traitement et de distribution d'eau. Et cela avant de continuer sa tournée dans d'autres villes de la RDC telles que Kisangani, Lubumbashi et autres villes du Congo central. Quelques jours plus tard, un forum de la paix a été organisé pour essayer de trouver ensemble avec les ressortissants de ce coin de voies et moyens pour reconstruire les Grands Kasaï après ce vent de violence qui s'est abattu sur cette partie du pays. Un forum que lui-même a présidé en tant que premier citoyen du pays et à cette occasion il a consulté plusieurs classes sociales et politiques pour ce faire. En bon diplomate, Joseph Kabila Kabange a préservé et entretenu les bonnes relations de bon voisinage. Il a reçu plusieurs délégations, notamment la délégation angolaise, les différents ministres des Affaires étrangères
étrangères, dont celui de l'Angola, du Congo-Brazzaville et du Liban, des envoyés spéciaux tels que Nikki Haley, pour ne citer qu'elle, et plusieurs ambassadeurs accrédités en RDC venus lui présenter leurs lettres de créance. Joseph Kabila Kabange a également rencontré les chefs d'État tels que Denis Sassou Nguesso et Jacob Zuma. Hormis les États-Unis où il s'est rendu pour le 72e sommet des Nations Unies, Joseph Kabila Kabange a réalisé plusieurs tournées dans certains pays voisins tels que l'Angola, où il s'est entretenu avec plusieurs chefs d'État de pays de Grands Lacs lors du sommet de la CIRGL, l'Afrique du Sud et du Congo-Brazzaville, qu'il a d'ailleurs fréquenté à plusieurs reprises durant cette année 2017, ce pour renforcer les relations diplomatiques avec ces États. Dans sa marche de la révolution de la modernité, Joseph Kabila Kabange a inauguré le monument du soldat à Kinshasa, le collège de hautes études stratégiques de défense, le bâtiment administratif du gouvernement et celui de la générale de carrière et de mine à Lubumbashi. La décoration des généraux n'est pas à exclure et la prise d'armes lors de sa tournée à Kituna, au Congo central, où il était allé accompagné d'une forte délégation dans le cadre de la réforme de l'armée congolaise. Une année sans repos pour le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange, qui s'est dévoué à sa nation avec plusieurs réalisations à l'appui pour l'intérêt supérieur de la nation congolaise. Un parcours qu'il continue à gravir pour un Congo émergent. Ouvrons cette rétrospective à la primature avec Sami Badibanga qui s'est vu remplacé par Bruno Tshibala. Nommé Premier ministre selon l'accord de la cité d'Iloya, Badibanga devrait céder son fauteuil au profit de Bruno Tshibala selon l'accord de la Saint-Sylvestre qui a attribué la primature au rassemblement des forces sociales et politiques acquises au changement. Aussitôt nommé, Bruno Tshibala a rencontré le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, auprès de qui il a reçu des orientations pour la formation du gouvernement, ce qui a poussé les nouveaux locataires de la primature à consulter les forces vives de la République pour voir avec qui composer son gouvernement. Comme le veut la coutume, Bruno Tshibala s'est aussi soumis à l'exercice des remises et reprises avec son prédécesseur Sami Badibanga. Pendant une cérémonie discrète et sobre, selon les vouloirs des concernés, les deux transfuges de l'UDPS se sont encouragés pour la poursuite du travail pour Tshibala et félicité Sami Badibanga pour son passage à la primature. Sans tarder, Bruno Tshibala a publié son gouvernement après consultation. Composé de 58 membres, en dehors du Premier ministre, ce gouvernement compte 3 vice-premiers ministres, 9 ministres d'État, 33 ministres, 2 ministres délégués et 11 vice-ministres. Un gouvernement qui a pour mission l'organisation des élections et l'amélioration du social de la population. Et c'est après cette publication que le gouvernement Prochi s'est vu investi au Parlement par les élus du peuple. Au cours de la plénière, le Premier ministre a procédé les 4 axes principaux auxquels devrait s'atteler son gouvernement, à savoir l'organisation des élections, l'amélioration du social, instaurer la sécurité des populations et de leurs biens sur l'étendue du territoire national et lutter contre la corruption. L'on ne peut parler d'exécution des projets du gouvernement sans parler budget. Chose qui a poussé Bruno Tshibala à déposer le projet de budget 2018 à l'Assemblée nationale afin qu'il soit présenté aux élus du peuple et soit adopté par les 2 chambres du Parlement. Une somme de 5 milliards de dollars américains adoptée par le gouvernement, dont la grosse part, 500 millions de francs congolais, revient à l'organisation des élections. C'est enfin après ce dépôt que le budget a été présenté à l'Assemblée nationale par Bruno Tshibala. Pas du tout convaincant devant les élus de la majorité comme ceux de l'opposition, le Premier ministre a même été menacé de démissionner vu le retard que le dépôt du budget avait connu. Le numéro 1 du gouvernement a même évoqué la publication du calendrier électoral comme cause du retard du dépôt du projet de loi de budget. Henri Thomas Lokondo, député AMP, a même accordé 72 heures au Premier ministre pour démissionner. Mais protégé par la Constitution, Bruno Tshibala n'a pas démissionné, car l'article 126 alinéa 3 de la Constitution stipule que, si 15 jours avant la fin de la session ordinaire du Parlement, l'autorité budgétaire n'est pas en possession du projet de loi de finances du prochain exercice, le gouvernement est réputé démissionnaire. Or, le Premier ministre a déposé son projet le 20 novembre, soit 25 jours de la fin constitutionnelle de la session ordinaire qui s'est clôturée le 15 décembre 2017. Par ailleurs, à la primature toujours, Bruno Tshibala est revenu sur ce qui convient d'appeler désormais échec des villes mortes ou des marches de l'opposition. Une illustration faisant parler d'elle est cette marche du RASOP limité programmée le 30 novembre 2017, alors que les autorités provinciales de Kinshasa l'avaient interdite. Bruno Tshibala a saisi l'occasion de prêcher élection et inviter la population à ne plus se laisser distraire par les politiciens en manque de positionnement.
Pendant sa circulation dans les grandes artères de la capitale, le Premier ministre a constaté que la population n'est plus à côté de l'ennemi du peuple qui veut freiner l'organisation des élections, mais il est du côté du gouvernement qui tient à tout prix à organiser les élections. Toujours étant Premier ministre, Bruno Tshibala a organisé les congrès extraordinaires de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, à l'issue duquel il a été élu président du parti, en remplacement du feu Etienne Tshisekedi, décédé le 1er février 2017 à Bruxelles. Aussitôt nommé vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale, Léonard Okitundu est parti de victoire en victoire diplomatique. Donné, le patron de la diplomatie congolaise commence son périple par rendre compte de la situation politique et sécuritaire de la RDC à Eduardo dos Santos, président d'alors de la SADC à Luanda en Angola. De leur tête-à-tête, l'ancien président angolais a encouragé la RDC à organiser les élections dans un délai raisonnable. Les projets de développement des constructions des routes et voies ferrées pour l'intérêt régional a été aussi au menu. Sans oublier le départ de la mission onusienne de la RDC. Pour marier la théorie à la pratique, le patron de la diplomatie congolaise s'est rendu à New York pour participer à la session extraordinaire du Conseil de sécurité de l'ONU sur la RDC. Le Conseil a invité le gouvernement congolais à mettre en œuvre l'accord de la Saint-Sylvestre, tandis que la RDC a réitéré sa demande de voir les forces de l'ONU être réduites. Par ailleurs, Léonard Okitundu a remis son homologue belge sur les 3 chemins, à ce qui convient d'appeler escalade diplomatique entre Kinshasa et Bruxelles. En amont, Didier Reynders, patron de la diplomatie belge, avait fait savoir que la nomination de Bruno Tshibala comme Premier ministre s'écartait de l'esprit de l'accord de la Saint-Sylvestre. En réaction, Okitundu a rappelé Reynders que la RDC est un pays souverain au même titre que la Belgique, d'où le respect des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, à savoir l'égalité souveraine de tous les pays membres. L'actualité au Minafet a été aussi marquée par ce qui convient d'appeler Passport Gate, un scandale de passeports révélé par les quotidiens britanniques Reuters. Selon cette agence britannique de presse, le passeport congolais est le plus cher au monde. Avec un coût de $185 américains, les gouvernements n'encaissaient que $65, les restes des fonds allaient au compte offshore des particuliers. En réaction, Yves Kisombe, vice-ministre d'alors aux Affaires étrangères, avait fait savoir que cette révélation n'avait pour objectif que de discréditer l'État congolais. Car, a-t-il poursuivi, la cherté du passeport est le résultat du coût fixé par la société fabriquant ces passeports. Avant d'ajouter que le trésor de la RDC avait des difficultés de préfinancer un passeport sécurisé, d'où les recours à la société Simelex. Dans ce même registre, il a été aussi question de faire disparaître le passeport semi-biométrique, mais graduellement, au profit du passeport biométrique sécurisé. Le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères, qui a annoncé des mesures atténuantes à cet effet, a fait savoir que, jusqu'au 14 janvier 2018, ces passeports pouvaient circuler. Mais après cette date, ils ne pouvaient plus être en circulation. Les détenteurs de ces passeports devraient se procurer de celui sécurisé en payant $100 au lieu de 185 comme d'autres personnes. Et c'est après ces mesures que Okitundu signera plus tard l'arrêté portant fixation du prix du passeport biométrique à $185 et $100 pour les détenteurs du passeport semi-biométrique qui devraient obtenir le biométrique sécurisé. Les nombreuses sanctions de l'Occident à l'encontre du gouvernement de la RDC ont été aussi au cœur de l'actualité au cours de cette année finissante. Ce qui a poussé le VPM en charge des affaires étrangères de réagir et de chercher le soutien des partenaires de la RDC face à ces sanctions. Rejetant toutes ces sanctions, Okitundu a fait savoir que les relations entre la RDC et l'Union européenne doivent être amicales et l'institution européenne ne peut pas imposer à la RDC des sanctions à l'heure où elle se prépare pour les élections. 16 autorités RD congolaises, y compris celles de l'armée et de la police, ont été aussi victimes de ces sanctions. Le bulldozer de la diplomatie congolaise n'est pas resté à ce stade. Léonard Okitundu, en vrai diplomate, s'est assigné la mission d'itinérance pour expliquer aux pays régionaux cette nouvelle injustice occidentale dont la RDC est victime. Ce qui les conduira notamment en Tanzanie, au Burundi, en Ouganda, en Afrique du Sud et au Tchad. Dans tous ces pays, l'envoyé spécial de Joseph Kabila n'avait pour mission principale que l'explication aux dirigeants de ces pays que la RDC ne méritait pas toutes ces sanctions euro-américaines. Il a cependant obtenu le soutien de toutes ces nations visitées. Mention faite à la Tanzanie, dont le président John Magufuli avait qualifié ces sanctions d'inacceptables avant d'ajouter qu'elles seront rejetées par la SADC et l'Union africaine.
Au Tchad, Léonard Chéo Kitundu, porteur d'une lettre du président Joseph Kabila, a rassuré le président Idriss Déby Itno de la tenue des élections dans un délai raisonnable et les deux personnalités ont condamné les sanctions européennes infligées à la RDC. Tous ces périples diplomatiques du vice-premier ministre en charge des affaires étrangères seront couronnés au 29e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Les pays africains, à l'unanimité, rejetteront les sanctions européennes contre la RDC et soutiendront le pays de Laurent Désiré Kabila en rassurant qu'aucun pays africain ne pourrait revenir sur cette décision. Léonard Chéo Kitundu ne s'est pas seulement arrêté en Afrique pour plaider la cause de la RDC. À New York, où il s'est entretenu avec Nikki Haley, ambassadrice des États-Unis à l'ONU, le patron de la diplomatie congolaise a rassuré son homologue américain sur la tenue des élections en RDC. Léonard Chéo Kitundu s'est à cet effet réjoui du rétablissement du dialogue permanent entre les deux pays à travers les canaux officiels. De retour à Kinshasa, le ministre des Affaires étrangères a rassuré la délégation Union européenne-États-Unis de la tenue des élections en RDC. Il a cependant souligné que toutes les manifestations publiques doivent être autorisées puis encadrées par la police pour éviter les débordements. La vente des Africains comme esclaves en Libye a aussi bougé les lignes au Minafet. Dans un communiqué signé par Léonard Chéo Kitundu, ministre des Affaires étrangères, la RDC a rappelé son ambassadeur en Libye pour marquer son indignation face à ces drames révolus de l'histoire de l'humanité. Le gouvernement de la République a aussi annoncé le rapatriement des 31 Congolais victimes de cette pratique ignoble en Libye. Léonard Chéo Kitundu ira jusqu'au sommet Union européenne-Union africaine qui s'est tenu à Abidjan en Côte d'Ivoire pour soutenir la position de la RDC face au trafic des migrants africains en Libye. Il plaidera à cette occasion pour la levée des sanctions européennes contre les autorités RD congolaises. Un message capté par des différentes délégations européennes dont les pays ont tout de suite annoncé le décaissement des fonds pour soutenir le processus électoral en RDC. Ici est de signaler que l'élection de la RDC au Conseil du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a été aussi l'œuvre de la diplomatie agissante du ministre des Affaires étrangères Léonard Chéo Kitundu. Grâce à ses puissants lobbies auprès des partenaires africains et occidentaux, la RDC a remporté haut la main le siège qui fait de lui un modèle en matière de respect des droits de l'homme, ce pour 3 ans. L'année 2017 a été pour la Commission électorale nationale indépendante une année de concrétisation dans l'exercice de ses activités. Dans les soucis d'organiser des élections libres, transparentes et crédibles, la CENI a débuté les processus électoraux par la révision du fichier électoral qui jusque-là se poursuit dans les provinces de la RDC avec l'opération d'enrôlement d'électeurs. Pour arriver à déployer certains matériels électoraux dans le Congo profond, la CENI a bénéficié de l'aide de la MONUSCO qui a déployé jusqu'à 3900 tonnes. Un déploiement qui a précédé l'opération d'enrôlement proprement dit. À Kinshasa, c'est le président de la République Joseph Kabila Kabange qui a donné le goût le dimanche 28 mai 2017 en obtenant le premier sa carte d'électeur. Le président de l'Assemblée nationale Obé Minakou et le gouverneur de la ville de Kinshasa André Kimbuta se sont aussi enrôlés à la suite du chef de l'État. Au 51e jour, après le lancement des opérations d'enrôlement des électeurs à Kinshasa, le président de la centrale électorale Corneille Nangaa s'est enrôlé le mardi 18 juillet 2017. Au-delà de sa casquette du président de la CENI, il a rempli son devoir civique comme tout bon citoyen. La CENI a organisé pour l'année 2017 plusieurs rencontres dans le seul souci de faire avancer les processus électoraux en cours, principalement avec l'ambassadeur américain aux Nations Unies Nikki Haley qui a visité la CENI en octobre 2017 et qui a eu un échange riche et pratique avec le staff dirigeant de la CENI sur le processus électoral en RDC. Dans la même lancée, le président de la CENI, Corneille Nangaa, a rencontré le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, avec qui ils ont abordé la question du processus électoral en RDC. Notez aussi qu'au cours de l'année 2017, la CENI a pris part à la 19e conférence générale annuelle de l'Electoral Commission Forum of SADC à l'hôtel Kempinski.
Cette rencontre a eu pour thème l'indépendance des organes de gestion des élections dans la région de la SADC, meilleures pratiques et défis. Les coûts budgétaires pour l'organisation des élections a été fixé à 1 300 284 $ par la CENI qui l'a confié aux partis politiques et aux mandataires politiques en octobre de l'année finissante. Toujours en octobre, à l'issue des travaux de la tripartite CENI, CNSA, gouvernement, il a été demandé à la CENI de publier un calendrier électoral réaliste dans les délais conformément à la Constitution, à sa loi organique et aux dispositions pertinentes de l'accord du 31 décembre 2016. Cette tripartite avait exhorté la CENI et le gouvernement à accorder le bénéfice de l'urgence au parachèvement de l'opération d'enrôlement. Au-delà des différentes contraintes qu'a connues la centrale électorale, finalement, le 5 novembre 2017, elle a publié le calendrier électoral. Les élections retenues dans l'accord de la Saint-Sylvestre aura bel et bien lieu en décembre 2018, dont les élections présidentielles, législatives et provinciales pour le dimanche 23 décembre 2018. Les résultats provisoires de l'élection présidentielle seront publiés le 30 décembre 2018. L'électorat sera convoqué le 23 juin 2018. La campagne électorale débutera du 22 novembre au 21 décembre 2018 d'après le calendrier électoral publié par la CENI. Et le nouveau président de la République prêtera serment le 1er janvier 2019 selon le même calendrier. La CENI a affirmé la clôture de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans le Kasaï au plus tard le 31 janvier 2018. Avec la fixation du coût budgétaire des élections, la publication du calendrier électoral par la CENI, mais aussi la poursuite complète du processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante a fait preuve de la volonté d'amener le peuple congolais aux élections, tant entendu, mais aussi sortir la RDC de la crise dans laquelle elle est plongée depuis peu. L'Afrique du Sud, avec qui nous ouvrons cette rétrospective annuelle, a connu des turbulences. Son président Jacob Zuma a été empêché de prononcer son discours sur l'état de la nation au Parlement. Les députés de l'opposition sud-africaine qui s'opposaient à Zuma ont été confrontés au service de sécurité. Ils ne reconnaissaient donc pas la légitimité au président Jacob Zuma pour le laisser s'adresser à la nation sud-africaine. Le Tchad, lui, a vu son ex-président Hissène Habré être condamné à perpétuité pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et torture à l'âge de 74 ans. Une condamnation qui clôt plus de 20 ans de procédure. Au Kenya, Uhuru Kenyatta a été élu pour 5 ans à la tête du pays, malgré plusieurs contestations de l'opposition. De ce fait, Raila Odinga, principal opposant, avait retiré sa candidature aux élections présidentielles, estimant que la commission électorale n'avait pas l'intention de garantir la transparence pour ces élections. Si au Kenya, Uhuru Kenyatta a été élu, au Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa a été désigné président du Zimbabwe par le parti au pouvoir, la ZANU-PF, afin d'assurer la transition en attendant les élections prévues en 2018. Une désignation faite à l'issue de la démission de Robert Mugabe, président du Zimbabwe depuis plus de 30 ans. Ces derniers a subi une pression des officiers supérieurs de l'armée zimbabwéenne, la pression de son peuple et la pression extérieure afin de déposer sa démission. L'Afrique tout entière a subi un choc après la révélation de la chaîne américaine CNN sur le marché des esclaves africains noirs existant en Libye. Plusieurs migrants clandestins noirs sont vendus dans ce pays de Maghreb comme de marchandises. Une révélation qui ont fait l'objet de plusieurs rencontres dans les continents, notamment en Côte d'Ivoire dans le sommet Union africaine-Union européenne, sommet à laquelle a pris part le président français Emmanuel Macron après son entretien avec les étudiants du Burkina Faso dans le cadre de sa visite en Afrique. Emmanuel Macron, qui a visité l'Afrique au mois de novembre 2017, a été élu en mai 2017 avec 67,2% de voix contre 33,9% de Marine Le Pen. Lui qui a placé son mandat au service de plus faibles a rencontré la chancelière allemande Angela Merkel pour donner une image forte de cohésion entre l'Allemagne et la France. La France, les États-Unis ont aussi subi plusieurs attaques terroristes en novembre 2017. Une fusillade
fusillade a eu lieu au Texas, faisant 26 morts et plusieurs blessés dans une église. Quelque temps après qu'il se soit enfoui, le tueur a été retrouvé mort dans son véhicule rempli d'armes. Au mois d'octobre, à New York, un véhicule a percuté plusieurs personnes, causant ainsi 8 morts et 11 blessés. Le conducteur ayant fini sa course contre un bus scolaire avait été maîtrisé par la police. Mais à quelques jours de l'élection d'Emmanuel Macron, la France a été secouée par un attentat sur l'avenue des Champs-Élysées. Un homme muni d'un fusil d'assaut avait ouvert le feu sur un fourgon de la police, causant la mort d'un policier. Le tueur d'origine belge a été identifié membre de l'État islamique. Messager de paix, le pape François a visité la Birmanie, un pays majoritairement musulman et bouddhiste. Pour cette première visite, le Saint-Père a rencontré la petite communauté chrétienne, occasion pour le pape François d'appeler à la paix et à la coexistence pacifique entre le peuple chrétien, musulman ou bouddhiste. Qu'il soit du côté de l'Amérique, Donald Trump a vu son décret anti-immigration être validé par la Cour suprême américaine. Un décret anti-immigration qui désormais n'autorise plus le Libyen, le Malien, les Tchadiens, les Yéménites, les Syriens et Israéliens d'avoir un visa d'accès aux États-Unis, même s'il brandissait un lien de famille avec ceux qui habitent le pays de Martin Luther King. En décembre 2017, Donald Trump a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Il a aussi ordonné le déplacement de l'ambassade américaine de Tel Aviv vers Jérusalem. Une décision qui a provoqué une vague de réactions dont la plupart a jugé irresponsable la décision de Trump. Le style du dirigeant que Donald Trump, 45e président des États-Unis, reste bien critiqué tant par ses pairs que par ses détracteurs. Un style qui tranche radicalement avec ses prédécesseurs. 2017 a aussi vu partir vers l'au-delà un grand du rock français. Johnny Hallyday a tiré sa référence la nuit du 4 décembre à 74 ans d'âge. Décédé suite à un cancer de poumon dont il souffrait depuis 2009, Johnny Hallyday a reçu des hommages nationaux de la France, mais aussi d'autres cieux qui régorgent beaucoup de ses fans. Ainsi se termine cette rétrospective de l'année 2017. Merci de continuer à nous suivre dans cette nouvelle année 2018. Heureuse année chez vous. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est à nouveau dans vos bacs avec son édition de la rentrée et ses rubriques diversifiées. Coopération et diplomatie, 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC, l'Union africaine au front contre l'Union européenne. Séjour du chef de l'État aux Nations Unies, Joseph Kabila, très sollicité, étrange, le processus électoral est fixe et irréversible. En politique, Congo Panorama vous propose une gamme de sujets variés, notamment le dossier CENI et élections avec les tournées des Corneilles Nangaa dans le Congo profond et les évaluations du processus électoral. La politique, c'est aussi la conférence des Kananga où Kabila a scellé la réconciliation au Grand Kasaï ou encore le procès en cours au Kasaï. La une du Congo Panorama est consacrée à l'armée. Réforme de l'armée, le FARDC en puissance. Votre magazine revient aussi bien sur le monument aux soldats congolais qu'à l'inauguration de l'académie militaire ainsi qu'aux différentes sortes de régiments et bataillons après leur formation. Économie et finances, découvrez nos articles sur la réforme fiscale en RDC, l'évaluation de la feuille de route du FPI, les performances de la SONAS au premier semestre 2017. En développement, Congo Panorama a suivi l'inspection de route par l'office de route, le renforcement de capacité à la CGT ou encore les bilans à l'OVD. En société, Maman Olive Lembe revient au chevet des enfants malades. Il est sur tous les fronts, éditorial signé Yvon Ramazani. L'éditorialiste révisite les actions du chef de l'État qui aura joué aux démineurs aussi bien sur le plan de l'économie que de la sécurité, la politique, la réconciliation au Kasaï. Congo Panorama, c'est également une édition surprise spéciale Congo Central, une province qui se modernise. Découvrez les investissements et innovations comme le nouveau bâtiment du gouvernorat, le nouveau port, l'usine d'engrais chimiques, la cimenterie, mais aussi les travaux de voirie. Découvrez également l'interview bilan du gouverneur Jacques Badou et cet éditorial qui lui est dédié par Yvon Ramazani. Il a osé ceci pour avoir, en période de marasme multisectoriel, engagé sa province sur la voie du développement à la lumière de la vision de modernité du chef de l'État. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.